Salut à tous. Aujourd'hui, on évoque Prison Break et d'abord le récit avant les anecdotes. Je vous avertis dès le début, je vais glisser quelques révélations dans la vidéo et c'est compliqué d'en parler sans dévoiler un minimum de détails. Après tout, la série est ancienne. Je suppose que vous l'avez déjà regardée. C'est une fiction américaine de 90 épisodes répartis sur 5 saisons, imaginée par Paul Schering et produite par Adelstein Paros, production en partenariat avec Original Television et 20th Century Fox Television. En France, elle a été diffusée du 31 août 2006 au 24 octobre 2009 sur M6, puis le 15 juin 2017 à 21h pour la 5e saison. Le concept initial était simple. Un homme se fait volontairement incarcérer afin de préparer une fuite. Et c'est France Seth Kelly, une collègue de Paul Schering, qui lui a soufflé cette idée qu'il a immédiatement adorée. Mais il ne savait pas comment l'adapter à l'écran pour en faire une intrigue captivante qu'une chaîne de télévision accepterait. C'est là que l'idée secondaire du frère condamné injustement et du complot sous-jacent lui est venue. À partir de ça, il a commencé à écrire les personnages et les intrigues. Il envoie son projet à la Fox en 2003 qui refuse la série. Pour eux, cela n'intéresserait pas les spectateurs. Déçus, ils tentent d'autres chaînes qui refusent aussi. Puis, Steven Spielberg contacte Paul Schering, intéressé pour en faire un film. Mais il est occupé avec la guerre des mondes et repousse sans cesse le projet Prison Break. Finalement, la Fox revient vers lui. Après le succès de Lost et 24 heures chrono, la chaîne accepte de prendre un risque. Il lance la production en 2004. Tout commence avec Lincoln Burrows, incarné par Dominic Purcell, un homme accusé injustement d'avoir tué le frère de la vice-présidente des États-Unis. Condamné à mort, enfermé à Fox River, son exécution approche. Mais son petit frère, Michael Scofield, joué par Wentworth Miller, ingénieur brillant et déterminé, croit fermement à son innocence. Michael braque une banque volontairement pour être incarcéré dans la même prison que son frère. Il a minutieusement préparé son plan. Les schémas de Fox River tatoués sur son corps lui serviront à organiser l'évasion. Mais en prison, rien ne se déroule comme prévu. D'autres détenus s'invirent dans le projet, certains par hasard, d'autres par chantage. Il y a Fernando Sucre, incarné par Amaury Nolasco, compagnon de cellule de Michael. Theodore Bagwell, surnommé T-Bag, joué par Robert Knepper, est un psychopathe manipulateur. Benjamin Franklin, dit C-Note, joué par Rockmond Dunbar, ancien soldat devenu prisonnier. Et John Abruzzi, joué par Peter Stormare, mafieux influent prêt à tout pour sa liberté. Finalement, ils s'évadent ensemble, mais dehors, ce n'est que le début. Une course contre la montre démarre avec le FBI et une organisation secrète appelée la Compagnie. Puissante, froide, prête à tout pour protéger ses secrets. Michael et Lincoln fuient, traversent les États-Unis, puis finissent au Panama. Là, Michael se retrouve dans une prison encore plus violente. Cette fois, ce sont les détenus qui dictent la loi. Michael doit faire évader un homme qu'il ne connaît pas. Car Sarah Tancredi, jouée par Sarah Wayne Callies, la femme qu'il aime, était son médecin à Fox River. Le fils de Lincoln a été enlevé. Même là, il trouve un moyen de s'en sortir, mais croit avoir perdu Sarah. En réalité, elle est toujours vivante. Il se lance dans une mission complètement dingue. Voler Scylla, un disque dur qui contient toutes les informations sur la compagnie pour la détruire une bonne fois pour toutes. Ils sont rejoints par Alexander Mahone, joué par William Fichtner, un ancien agent du FBI devenu allié, et Roland Glenn, joué par James Hiroyuki Liao, un hacker aussi doué qu'arrogant. Mais rien ne se passe comme prévu. Il y a des trahisons, des morts, et Michael apprend même que sa propre mère, Christina Scofield, jouée par Kathleen Quinlan, travaillait pour la compagnie. Il ira jusqu'au bout, mais ça lui coûtera tout. Il se sacrifie pour sauver Sarah, enceinte de leur enfant. Et on pense que c'est fini. Sauf qu'un jour, Lincoln découvre que Michael est vivant, prisonnier au Yémen, sous une autre identité. Et là, rebelote, nouvelle évasion en pleine guerre civile, avec tout ce que ça implique. Mais cette fois, c'est pour de bon. Il retrouve Sarah, son fils. Et même si rien ne sera plus jamais comme avant, il est libre.
Wentworth Miller et Dominic Purcell, les deux héros, ont été castés en dernier. Wentworth Miller a été choisi 6 jours avant le début du tournage et Purcell 3 jours plus tard. Pour trouver Michael Scofield, ça a été compliqué. Paul Scheuring raconte qu'ils ont vu des tas d'acteurs. Certains jouaient les gros durs, d'autres étaient trop sensibles. Aucun ne collait, jusqu'à ce que Brett Ratner se rappelle de Wentworth Miller, qu'il avait vu passer sur un essai pour Superman Returns, qui a été joué finalement par Brandon Routh. Miller raconte qu'il a reçu le script un vendredi, passé l'audition le lundi, et eu la réponse le mardi. Et une semaine plus tard, il tournait. Pour Lincoln Burrows, la production hésitait à l'origine entre Johnny Messner et Eric Dane pour le rôle, et la Fox ne pouvait pas se décider entre les deux. Ils ont donc choisi d'aller avec Dominic Purcell à la place de se prendre la tête à choisir entre leurs deux favoris. J'ai fait une lecture du scénario devant les dirigeants de la Fox. Ils connaissaient déjà mon travail, puisque j'avais déjà tourné pour eux, dans John Doe. Je n'ai donc pas subi le procédé normal des castings. J'ai eu beaucoup de chance. Amaury Nolasco, lui, pensait que le projet allait finir à la poubelle, comme beaucoup de pilotes. Il déteste lire, mais là, il a commencé à lire celui-ci. Et ça lui a vraiment plu. Avant sa dernière audition, pour jouer Sucré, il n'était pas rassuré. Surtout quand Scheuring lui dit qu'il était son favori. Et bien sûr, il décrochera le rôle. Et le nom de son personnage est inspiré d'un ami de Paul Scheuring, qui vit à Caracas, au Venezuela, donc nommé Fernando Sucré. Wade Williams a refusé de passer le casting pour jouer le rôle de Brad Bellick, car il trouvait le personnage trop infect et immonde. Mais son agent l'a forcé à auditionner. Et il a été pris. Et il était très bon dans ce rôle. Donc il avait un bon agent qui l'a convaincu pour de bonnes raisons. Sarah Wayne Callies, qui joue Sarah, a été la première à auditionner et la première engagée. Après son essai, elle a oublié ses clés dans sa voiture. Elle a appelé l'assistance et est restée là, plantée pendant 4 heures devant le studio. Paul Scheuring est passé devant elle et lui a dit « T'as vraiment besoin de ce boulot ?» Et c'est pendant qu'elle attendait l'assistance pour sa voiture qu'elle a reçu le coup de fil qui lui a annoncé qu'elle avait été prise pour le rôle. Et elle a pensé directement qu'on l'avait embauchée par pure pitié. Robert Knepper, qui joue T-Bag, explique qu'il s'est inspiré de son prof de sciences pour la coupe de cheveux du personnage. Ce prof avait une mèche de cheveux qui restait toujours plaquée sur le front et un regard assez dur, presque agressif. C'est ce style qu'il a voulu reproduire pour T-Bag. Il devait vachement aimer son prof. Et l'acteur Silas Weir Mitchell, qui joue Haywire, a d'abord auditionné pour jouer le rôle de T-Bag. D'après une interview de Rockmond Dunbar, qui joue Benjamin Miles Franklin, surnommé C-Note, le personnage ne devait apparaître que dans les 2 premiers épisodes. Mais quand la série a été prolongée pour une saison complète, son rôle a été étoffé et il est finalement devenu un personnage récurrent. L'actrice Nadine Velasquez, qui joue le rôle de Marie-Cruz Delgado, dans le pilote, n'a pas pu participer à la série car elle s'était engagée pour jouer dans la série My Name is Earl en 2005. Elle a été remplacée par l'actrice Camille Guatti. Et regardez Earl, ça vaut le coup et vous ne regretterez pas. Robin Tunney, qui incarnait Veronica Donovan, était l'une des actrices les plus connues de Prison Break. Pourtant, son personnage est tué dès le premier épisode de la saison 2. À ce jour, aucune source officielle n'explique ce départ. L'actrice n'a jamais déclaré qu'elle souhaitait quitter la série, et les producteurs n'ont jamais évoqué un licenciement. La raison la plus probable reste donc un choix scénaristique, destiné à montrer dès le début de la saison 2 que la compagnie était prête à éliminer tous ceux qui s'approchèrent de la vérité. Un épisode coûtait en moyenne 2 millions de dollars à produire. Et pour faire les scènes filmées dans la prison de la première saison, ils ont utilisé la vieille prison de Joliet, dans la banlieue sud-ouest de Chicago. D'anciens détenus de cette prison sont même venus faire les figurants pour plus de réalisme. Le nom de la prison vient de la rivière qui traverse l'ouest de Chicagoland, à proximité du lieu de tournage. La cellule de Lincoln était celle où John Wayne Gacy, un tueur en série américain, a vraiment été enfermé. Pas mal de gens de l'équipe ont carrément refusé d'y mettre les pieds, persuadés qu'elle était hantée. Voici le témoignage de Lincoln Burrows. Je suis arrivé un jour sur le plateau pour tourner ma scène dans la cellule. La maquilleuse a refusé de rentrer à l'intérieur.
Lorsque je lui ai demandé ce qui lui arrivait, elle m'a répondu qu'elle ne rentrerait pas dans cette cellule. Je lui ai demandé pourquoi, et elle m'a dit que c'était là qu'avait été emprisonné John Wayne Gacy. Ici, il s'agit d'un serial killer très connu aux États-Unis, qui a tué 34 ou 35 petits garçons. Pour le reste, ils ont aussi construit des décors dans la prison, comme les blocs pour les autres détenus. Ils ont fait ça sur 3 étages, alors que dans la vraie prison, il n'y en avait que 2. Et les cellules étaient des plus grandes que les vraies, histoire que les acteurs et les caméras aient un peu de place pour bouger. Ils ont aussi filmé, pour cette saison, à l'aéroport O'Hare de Chicago, ainsi qu'à Woodstock et Toronto, au Canada. C'était pas très sympa. Ils voulaient utiliser la vraie chaise électrique. Et j'ai refusé. Je leur ai dit qu'ils devaient en fabriquer une, que je ne pouvais pas m'asseoir là où des gens avaient été tués. C'était trop flippant. La première saison n'avait que 13 épisodes au début. Et vu le succès que la série a rencontré, les 9 autres épisodes ont été commandés. Rien que l'épisode pilote de 2 heures a rassemblé environ 10,5 millions de téléspectateurs, donnant à Fox ses meilleurs chiffres d'un lundi d'été. Elle a réussi à monter jusqu'à 12 millions. Robert Knepper a demandé au scénariste de l'épisode The Bagman, le 3e de cette première saison, de ne pas tuer son personnage, car il voulait absolument continuer la série. Pour le tournage de la saison 2, il a repris le 15 juin 2006 à Dallas. Le Texas a été choisi parce qu'il offre à la fois des décors urbains et ruraux. Les lieux utilisés, Little Elm, Decatur et Mineral Wells, sont tous à moins de 30 minutes de route de Dallas. Ils ont été choisis pour représenter différentes villes des États-Unis, et surtout pour faire des économies de budget. Chaque épisode a été tourné en 8 jours et ils sont au nombre de 22. Le taux d'audience de la saison 2 est resté relativement bon, entre 9 et 10 millions de téléspectateurs. Il y a eu aussi des problèmes de planning et de casting. John Billingsley a dû arrêter de jouer le rôle de Terence Steadman pour aller jouer dans The Nine. Et c'est Jeff Perry qui l'a remplacé. Même chose pour Camille Guati, qui jouait Marie-Cruz Delgado, la petite amie de sucre. Elle est partie aussi sur The Nine. Et Patricia Wettig, qui jouait Caroline Reynolds, est allée dans la série Brothers and Sisters. Du coup, on ne les a quasiment pas vus dans la saison 2. À partir de l'épisode 14, Marshall Allman, qui joue L.G. Burroughs, a même été retiré du générique, alors qu'il a continué à jouer dans la série. Et l'acteur Lane Garrison, qui joue David Apolskis, surnommé Twinner, a voulu quitter la série pour aller tourner dans le film Shooter, tireur d'élite, en 2007. Du coup, son personnage meurt dans la série. Pour la 3e saison, le tournage est resté à Dallas, avec quelques scènes tournées en Floride, en Louisiane et aussi au Panama. La saison a moins d'épisodes, 13, et leur budget est monté à 3 millions par épisode. Mais les taux d'audience, eux, sont descendus à moins de 7,5 millions de téléspectateurs en moyenne. Le personnage de Sarah Tancredi se fait tuer dans la saison 3 parce que l'actrice était enceinte au moment du début du tournage. À l'origine, son personnage devait rester mort, mais à cause ou grâce à la grève des scénaristes, la série a été renouvelée pour une saison 4, ce qui a permis son retour. Du coup, ils ont inventé une explication. Tancredi aurait réussi à s'échapper de ses ravisseurs. La 4e saison a été faite à Los Angeles, à Chicago, puis ils sont partis à Miami. C'était censé être la fin. Et d'ailleurs, les 2 derniers épisodes ne sont jamais passés à la télé sur la Fox. À l'époque, ils sont sortis directement en DVD sous le nom Prison Break The Final Break. Ça, c'est à cause de la chute d'audience. Après les mecs qui s'échappent de prison tous les ans, ça peut finir par tourner en rond. Même avec l'histoire du complot des saisons 3 et 4, ça n'a pas sauvé l'intrigue. Cette saison a été regardée par moins de 5 millions de personnes pour 24 épisodes. Et 8 ans plus tard, Wentworth Miller et Dominic Purcell, qui sont des amis très proches dans la vie réelle, se sont revus. Purcell a suggéré de relancer la série, Miller a accepté, et ils ont présenté l'idée à la Fox, qui a accepté. Une résurrection a eu lieu, et ils sont repartis pour le tournage de la saison 5. Il a démarré le 7 avril 2016 à Vancouver,
une fois que Wentworth Miller et Dominic Purcell avaient terminé de jouer dans la série Legends of Tomorrow de DC Comics, avec le retour du créateur et producteur exécutif Paul Scheuring pour superviser tout ça. Et le 1er juin 2016, Dominic Purcell a failli être tué sur le plateau de tournage au Maroc. Une barre de fer du décor lui est tombée sur la tête. Elle l'a blessé, lui a cassé le nez. Il a dû être transporté en urgence par avion de Marrakech à Casablanca pour être soigné. L'équipe de la série a continué de tourner les épisodes pendant la convalescence de Purcell, en faisant les scènes où il n'était pas dedans. Cette saison a été diffusée en 2017 et c'est la plus courte, avec seulement 9 épisodes. Elle a aussi un record d'être l'une des séries les plus piratées de cette année-là. Comme les saisons 3 et 4, les taux d'audience ont encore baissé, avec seulement 2,61 millions de téléspectateurs en moyenne. Après, les audiences varient selon les sites où on les trouve, et la dernière saison est sur les plateformes de streaming, donc ça compte par vue. Mais ça ne change pas le fait que chaque saison perdait des millions de téléspectateurs à chaque fois. Même si Michael était supposé mort à la fin de la saison 4, son corps n'a jamais été montré à l'écran, laissant les fans penser qu'il pouvait encore être en vie. Ça a permis de relancer la série plus facilement, sans inventer trop de raisons tirées par les cheveux et pour faire coller l'intrigue à la nouvelle saison. Une incohérence a dû être introduite. Dans la saison 4, lors de la scène de retrouvailles sur la tombe de Michael Scofield, la date de son décès est indiquée comme étant le 11 avril 2005. Mais dans la saison 5, cette même date a été modifiée et devient le 11 avril 2010, afin de correspondre à la nouvelle histoire. Il aurait dû bel et bien y avoir une saison 6, ils avaient commencé à en parler, mais les audiences de la saison 5 n'ont pas pris. Le projet fut arrêté et complètement annulé. En plus, pour enfoncer le clou dans le cercueil de la série, Wentworth Miller a annoncé qu'il était gay et qu'il ne voulait plus jouer le personnage hétéro dans Prison Break. Donc, fini pour lui. Et Dominic Purcell, étant son ami, a suivi cette décision et ne veut plus jouer dans la série. Comme pas mal de séries, un peu moins ad-friendly, en Amérique, elle a eu des problèmes à cause de son sujet et de son heure de diffusion à 20h. En France aussi, le CSA s'est plaint qu'il y avait trop de violence dans certains épisodes, qui n'étaient pas pour les moins de 10 ans. Ils auraient dû la faire passer plus tard le soir, mais comme ils se sont posé la question trop tard, la première saison était déjà finie. Et donc le remont en 10 ou 12 n'a rien changé, et la deuxième saison a été charcutée, avec des dialogues modifiés à cause de la censure, alors qu'il aurait été plus simple de la diffuser un peu plus tard, au lieu de la censurer. Et dans les anecdotes drôles, la série a été interdite dans 13 prisons aux USA, de peur que des détenus coparent la technique du tatouage. Elle a eu aussi un autre problème. Le 24 octobre 2006, on apprend que 2 frères, Donald et Robert Hutch, ont porté plainte contre la chaîne Fox et le créateur de la série, Paul Scheuring. Ils les accusaient d'avoir copié leur histoire sans autorisation. En 2001, ils avaient envoyé à la Fox un manuscrit inspiré de leur propre histoire dans les années 60. Donald avait réussi à faire évader son frère Robert d'un centre pour mineurs où il était enfermé à tort. Il demandait des dédommagements, mais sans préciser le montant. Et ça n'a pas l'air d'avoir abouti. Maintenant, on va parler du fameux tatouage de Michael Scofield. Il a été dessiné par Tom Berg, tatoueur et dessinateur de comics et de jeux vidéo, et créé par la société Tinsley Transfer, spécialisée dans ce genre de tatouage temporaire. C'est Brett Ratner qui les a contactés après avoir travaillé avec Tom Berg sur le film Dragon Rouge. La partie du tatouage sur le torse de Michael Scofield représente les plans du tunnel sous la prison. Sur le dos, on voit la prison vue du dessus. Même si les effets de spéciaux aidaient à faire ressortir les détails, Tom Berg a quand même dessiné les lignes pour que ça ressemble à un vrai plan. Comme les scénarios avançaient en cours de route, il devait régulièrement créer de nouveaux morceaux de tatouage pour certains épisodes. Le tatouage complet était en fait composé de plusieurs pièces qu'on posait une à une sur le corps de Wentworth Miller. La peau était nettoyée à l'alcool, puis on appliquait des décalques fixés avec une colle spéciale et un mastic résistant à l'eau. Ensuite, tout était rempli à la peinture. En général, ça prenait entre 4 et 5 heures pour le poser, sans compter les 45 minutes pour l'enlever. Et quand il n'était pas nécessaire de montrer tout le tatouage, comme quand Michael portait un t-shirt, seuls les bras étaient remaquillés. Le faire en entier à chaque fois aurait été beaucoup trop long,
vu le peu de scènes où on le voit complètement. Tom Berg estimait que le tatouage réel prendrait 4 ans à réaliser et coûterait entre 15 000 et 20 000 $. Il a aussi fait le tatouage de Haywire, ou Charles Patochik, joué par Silas Weir Mitchell dans la série. Muse Watson, qui joue Charles Westmoreland, a un personnage inspiré de D.B. Cooper, une histoire vraie. En 1971, un homme surnommé D.B. Cooper détourne un avion, réclame 200 000 $ à la compagnie Northwest Orient, puis saute en plein vol avec l'argent attaché sur lui, en billets de 20 $. On ne l'a jamais retrouvé. Certains pensent qu'il est mort, car son parachute ne se serait pas ouvert. Stacy Keach, qui joue Warden Henry Pope, le directeur de la prison, a passé 6 mois dans une vraie prison britannique pour s'inspirer d'un directeur réel et créer son personnage. Plusieurs personnages portent les noms de présidents américains ou de figures politiques connues aux USA. Lincoln Burrows fait référence à Abraham Lincoln et Theodore Bagwell à Theodore Roosevelt. Michael Scofield, Benjamin Franklin, C-Note et Alexander Mahone ont eux aussi été nommés en lien avec des personnalités politiques comme Edward Scofield, Benjamin Franklin et William McDonald. Quant à Paul Kellerman, son nom vient de Roy Kellerman, agent des services secrets présent dans la voiture de Kennedy le jour de son assassinat. Il y a une blague subtile dans la saison 3. T-Bag, Sucre et Léchero, se retrouvent dans la même intrigue. Si on prend leur nom, on obtient les ingrédients principaux pour faire du thé. T-Bag pour le sachet, Sucre pour le sucre, et Léchero qui signifie le laitier en espagnol. Pendant la diffusion de la saison 5, beaucoup de fans se sont demandé pourquoi le personnage d'Alex Mahone, joué par William Fichtner, n'apparaissait pas. Paul Schering, le créateur de la série, a expliqué qu'il n'avait tout simplement pas réussi à lui trouver une place dans la nouvelle intrigue. Autre coïncidence amusante, plusieurs acteurs principaux de la série partagent la même date d'anniversaire. Par exemple, Wentworth Miller et Amory Nolasco sont tous les deux nés le 2 juin, même s'ils ne sont évidemment pas nés la même année. Concernant la fin de la série, un mystère reste entier. Après les événements de la saison 5, il n'est jamais clairement confirmé si Jacob Anton Nice, le mari de Sarah, a survécu à sa rencontre avec T-Bag. Les scénaristes ont volontairement laissé la porte ouverte, ce qui alimente encore les discussions entre fans aujourd'hui. Et encore pour cette saison 5, elle fait plusieurs clins d'œil à l'Odyssée d'Homère. Michael a disparu pendant 7 ans et est enfermé dans une prison qui porte le même nom, Ogygia. À un moment, Ulysse affronte un cyclope, et dans la série, un ennemi des membres de l'Isis est surnommé Cyclope. Lincoln et Sheba le capturent, puis le battent. Le but d'Ulysse est de retrouver sa famille à Ithaque. Celle de Michael vit maintenant à Ithaca, dans l'État de New York. Et le grand méchant de cette saison s'appelle Poséidon, comme le dieu grec qu'Ulysse avait offensé. Sarah Wayne Callies, qui joue Sarah Tancredi, avoue s'énerver si les gens la reconnaissent à cause de la série et lui disent qu'elle jouait l'infirmière alors qu'elle était médecin. Et pendant la promo de la saison 5, Robert Knepper a raconté qu'il a beau être acteur depuis longtemps, beaucoup de gens viennent le voir encore à cause de son nom. Apparemment, dans le monde entier, pas mal de gens savent que Knepper se traduit littéralement par « baiser » en danois. Les acteurs danois Mads Mikkelsen et Ulrik Thomsen n'ont pas arrêté de lui faire des blagues là-dessus. D'après Knepper, c'était amusant comme l'enfer. Dans la saison 2, Scofield parle d'un forum en ligne sur le site www.operaingolflinch.net. Ce site a vraiment existé. Si on allait dessus à l'époque, on pouvait même lire une discussion avec le message « Le sac a toujours le sac », le livre que Sucre envoie à Scofield à la fin de la saison 2. Depuis, le domaine a été récupéré par Fox.com, donc le site n'est plus en ligne. Mais on peut encore voir son contenu, y compris le fameux message, en passant par webarchive.org. Robert Knepper a rejoué le rôle de T-Bag en 2011, dans la série Breakout Kings, diffusée sur la chaîne A&E. La série a été créée par Matt Olmstead et Nick Santora, les mêmes scénaristes que Prison Break. Et il se fait poursuivre pour être remis en prison. La série a été nominée plusieurs fois pour le Golden Globe Award, de la meilleure série télévisée dramatique en 2005,
pour un Television Critics Association Award en 2006 ou encore pour un Saturn Award en 2006. Mais elle n'a gagné que le People's Choice Award de la nouvelle série télévisée dramatique préférée en 2006. Dans la saison 1, épisode final, on peut entendre la musique du thème de la série Dr House, dans laquelle Wentworth Miller, Dominic Purcell, Sarah Wayne Callies et Robin Tunney ont également joué. Voilà la petite liste des guests passés dans la série. Si j'oublie votre chouchou, les commentaires sont là pour ça. Dans le premier épisode de la saison 5, l'homme que l'on voit sur les fausses photos de Michael, diffusées à la ligne, c'est Paul Scheuring lui-même, le créateur de la série. On y trouve aussi Patricia Wettig, Léon Russom, Barbara Eve Harris, Anthony Azizi, John Hurt, Michael Rapaport, Eric Norris, Gigi Perry, Kali Kyoko et Mark Pellegrino. Il existe une série spin-off nommée Prison Break, Proof of Innocence, créée pour être visionnée sur les téléphones portables de l'époque. Sortie en 2006, elle a été produite dans le cadre d'un accord publicitaire entre la Fox et Toyota. Ce sont des petits épisodes de 2 minutes, une vingtaine au total, disponibles sur YouTube dans la playlist en description. Ils ont remis ça en même temps que la saison 3 avec la série Prison Break, Visitation. Elle est plus courte, avec 6 épisodes de 2 minutes, cette fois avec les personnages de Leshero, Sammy, McGrady, T-Bag et Bellick. Elle était diffusée sur Internet et sur iTunes gratuitement. Elle est aussi dans la playlist en description. Petite curiosité. En avril 2010, une version spéciale russe de Prison Break a vu le jour. L'adaptation s'appelle Pobeg. Elle a été diffusée à partir du 20 septembre 2010 sur Channel One. La série reprend beaucoup d'éléments de la version originale, avec certaines scènes et dialogues copiés mot pour mot, mais aussi des histoires inédites adaptées à la réalité russe. Comme dit plus haut, 2 épisodes spéciaux intitulés The Old Ball and Chain et Free ont été tournés puis assemblés pour former un téléfilm intitulé The Final Break. L'histoire se situe juste avant la scène finale de la saison 4 et vient clore certaines intrigues restées en suspens. Ce téléfilm est sorti en DVD et Blu-ray le 21 juillet 2009, inclus dans le coffret intégral. Une autre série dérivée aurait dû être produite. Prison Break, Cherry Hill. C'était l'histoire d'une femme au foyer, Molly, qui se retrouve en prison pour femme. Mais le projet n'a pas abouti à cause de la grève des scénaristes et de la reprise de la série officielle. Il existe un podcast officiel sur Prison Break animé par Sarah Wayne Callies et Paul Adelstein, Kellerman, intitulé Prison Breaking with Sarah and Paul. Ils reviennent sur chaque épisode, partagent des souvenirs de tournage, des anecdotes inédites et invitent d'anciens membres de l'équipe. Disponible sur Apple, Spotify, YouTube et Patreon. Pour les bouquins, le 21 novembre 2006, un magazine consacré exclusivement à la série est sorti, publié par Titan Publishing. Ils en ont fait 8 numéros. On y trouve des interviews des acteurs, des membres de l'équipe et des reportages sur les coulisses. 8 romans officiels ont été publiés autour de la série. Le premier, Prison Break, The Classified FBI Files, 2007, est une fausse compilation de rapports du FBI sur Michael Scofield et les évadés. Le deuxième, Prison Break, The Best Laid Plans, 2007, est un préquel suivant Michael planifiant l'évasion de Lincoln. Le troisième, Prison Break, The Classified FBI Files, Special Edition, est une version augmentée du premier livre. Le quatrième, Prison Break, Behind the Scenes, 2009, plonge dans les coulisses avec photos et commentaires. Le cinquième, Prison Break, La chasse à l'homme, est un roman français inspiré de la série. Le sixième, Prison Break, saison 2, Deal Anver, est un livre en néerlandais couvrant la première partie de la saison 2. Le septième est une adaptation en manga de la série, publiée en ligne depuis 2019 avec des illustrations d'Ikosuke Soyama. Le huitième est le volume 2 de ce manga numérique. Il existe aussi une attraction de type maison hantée nommée Prison Break Live, créée par The Student Impact Entertainment Company. C'est une expérience interactive qui plonge les participants dans l'ambiance de la série. Elle a tourné entre 2006 et 2008 aux États-Unis, Australie, Royaume-Uni, Chine,
Allemagne, Mexique, mais pas en France. En novembre 2023, il est annoncé qu'un reboot écrit par Edding James pour Hulu est en développement. La série ne mettra pas en scène les mêmes personnages, mais se déroulera dans le même univers avec une intrigue inédite. 3 acteurs ont rejoint le pilote: Emily Browning, Luca Cage et Drake Rogers. Emily Browning incarnera Cassidy Collins, une ex-soldate devenue surveillante dans une prison dangereuse. Luca Cage jouera Jackson, une jeune politicienne issue d'un milieu riche en campagne pour le Congrès. Drake Rogers sera Tommy, un prisonnier enfermé depuis 10 ans. La production est assurée par Paul Scheuring, Dune Olmestrid. Le tournage du pilote commencera en décembre de cette année. Pas encore de date de sortie. Pour les jeux vidéo, le premier est sorti en 2008. Un jeu mobile publié par Vivendi Games Mobile, reprenant l'histoire de la saison 1. Le deuxième est sorti en 2010. Prévu initialement en 2009, mais annulé car Brash Entertainment a fermé. Repris par Zootfly, il est sorti sur PS3, Xbox 360 et PC. On y joue Tom Paxton, un employé de la compagnie, envoyé à Fox River pour observer et signaler chaque mouvement de Michael Scofield. C'est un jeu à la 3e personne. Il n'y a pas 1 million de produits dérivés malgré le succès. On trouve des figurines articulées au 1/6 chez Sideshow et d'autres marques, des Funko Pop, un jeu de plateau nommé simplement Prison Break, conçu par Damien Maric et publié par M6 Interactive en 2007. Sinon, des posters, des tasses, des photos de production et divers objets. Ramin Djawadi est le compositeur de la bande originale de Prison Break. Il a signé à la fois le thème principal de la série et les musiques d'ambiance présentes dans chaque épisode. Les morceaux issus des 2 premières saisons ont été regroupés dans l'album Prison Break Original Television Soundtrack, sorti le 28 août 2007. On trouve aussi un remix du thème intitulé Prison Break Theme Ferry Corsten Breakout Mix, produit par Djawadi et le DJ Ferry Corsten, publié en single par Fox Music en 2006. Ramin Djawadi a été nommé pour un Primetime Emmy Award en 2006 pour la musique de la série. Si la plupart des pays ont conservé la musique originale de Prison Break, certains ont choisi de proposer leur propre générique. L'Allemagne, le Japon, les Pays-Bas ou encore l'Italie ont diffusé la série avec une chanson différente, spécialement sélectionnée ou créée pour leur public. En France, en 2006, Faf Larage sort Pas le temps, le générique de Prison Break. Et ce morceau va changer sa vie. À l'époque, Faf avait surtout un public rap, mais avec cette chanson, il touche le grand public. L'idée est venue des éditeurs et des Américains qui voulaient un générique francophone pour accompagner l'arrivée de la série en France. Faf a regardé les trailers et trouvé la série géniale. Il a proposé un premier morceau qui a été refusé. Il s'est remis au travail sur une autre version et là, elle passe. En moins d'1 mois, tout était calé, enregistré et lancé. Il s'est même retrouvé à Cannes avant la sortie officielle, avec les acteurs et le patron de Fox International. Ce dernier lui a dit « Ce morceau, c'est un futur numéro 1. » Faf est resté prudent, mais le patron avait vu juste. Le titre a cartonné et est devenu culte. Voilà la petite histoire pour la chanson VF. Pour la saison 5, le compositeur Ramin Djawadi apprend qu'un revival de Prison Break est en préparation. Il est enthousiaste et dit qu'il adorerait revenir travailler dessus. À ce moment-là, personne ne l'avait encore contacté, mais pour lui, la série restait un super souvenir. Finalement, en juin 2016, c'est confirmé. Djawadi revient bien pour composer la musique de la saison 5. La musique de cette saison n'est pas sortie en CD ou autre. Si je la trouve sur YouTube, je mettrai la playlist en description. Moi, j'ai beaucoup adoré la saison 1 et la saison 2. Après, j'ai quand même tout regardé. Ce n'était pas devenu nul, juste plus classique. Après le coup du tatouage, ça ne pouvait pas marcher à toutes les saisons. Dans la saison 1, ils veulent s'échapper. La 2, ils sont en fuite. La 3, il faut ressortir de prison. La 4, ils veulent y rester. Et la 5, en ressortir. Ça ne pouvait pas durer 10 ans sur ce genre de série. Le concept a été épuisé. Vous, dites-moi ce que vous en avez pensé. La série est disponible en DVD et Blu-ray. Et au moment où j'écris cette vidéo, elle est sur Netflix.
donc pas de problème pour la trouver. Dites-moi si vous voulez voir le reboot arriver ou une reprise avec les acteurs originaux. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu as aimé, abonne-toi, partage et active la cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire. À bientôt et n'oublie, chaque détail compte. Show.